Coupe UFOA des moins de 17 ans. Le Sénégal conserve son trophée avec sa victoire contre le Mali par le score de 2-0. Le Mali se contente ainsi de la médaille d'argent. Les détails dans l'actu des sports avec Famourou Djourté en fin de journal. La hiérarchie militaire déterminée à améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité en marge de la sortie de la 19e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a inauguré le nouvel amphithéâtre de 500 places. Il est doté de toutes les commodités, une première au sein de cette école à vocation sous-régionale. L'université Kouroukan-Foucault célèbre l'excellence. Les meilleurs étudiants et les enseignants modèles ont vu leur performance et leur engagement reconnus. Ils ont reçu des distinctions en présence des membres du gouvernement. Cette initiative était placée sous le thème Kouroukan-Foucault entre réalité historique et perspectives juridiques et politiques. Deux dames au destin commun, toutes victimes du cancer de sein. Si Fatoumata est guérie de la maladie, Clarisse par contre, elle est en rémission. Leur vie a basculé à la fleur de l'âge. Aujourd'hui, elle garde un moral d'acier et constitue des repères pour de nombreuses femmes qui traversent cette épreuve difficile. Y a-t-il une vie après le cancer du sein? C'est le grand format de la rédaction, une réalisation de Moussa Papaïdra. Vous servir est un réel plaisir. Merci de renouveler votre confiance à la grande édition de 20h de ORTM1. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous. Vous l'aurez compris, le journal de 20h décalé en raison de la finale du tournoi UFOA des moins de 17 ans. Un match remporté par le Sénégal par le score de 2-0. Les détails dans un instant dans la page sport. Et je vous l'annonçais, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara a présidé hier la cérémonie de sortie de la 19e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro. En marge de cette activité, le général Kamara a inauguré le nouvel amphithéâtre de 500 places, une infrastructure dotée de toutes les commodités afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Le reportage de Ramata Konati. Les conditions d'apprentissage s'améliorent à l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro dans la région de Ségou. Le ministre de la Défense et des anciens combattants vient de mettre à la disposition de cette école un amphithéâtre de 500 places doté de plusieurs commodités. C'est toujours dans le cadre de la professionnalisation des forces armées de sécurité. Cet amphi est un joyau qui est bâti sur une surface de 850 mètres carrés avec un rez de jardin, une place assise de 500 pour les stagiaires auditeurs et une salle multimédia qui va servir pour toutes les opérations techniques qu'on doit faire dans l'amphi. Cet amphi a la particularité avec un sous-sol et avec beaucoup d'autres compartiments et je vous avoue que la qualité du travail est impeccable et c'est l'occasion de remercier nos chefs hiérarchiques pour ce joyau au profit de l'outil de la défense. Financée sur fonds propres de l'État, la réalisation de cette infrastructure moderne vient reconforter une fois de plus la volonté de la hiérarchie militaire d'accorder une place de choix à l'instruction des forces de défense et de sécurité, ce qui vient renforcer au mieux les connaissances stratégiques en matière de sécurité. Un nouvel amphithéâtre, symbole de notre engagement pour une instruction militaire d'excellence tournée vers les exigences du terrain. Cette réalisation est perçue comme un coup d'accélérateur à la coopération sous-régionale en matière d'instruction militaire. Aussi, le ministre met à profit cette inauguration à l'ESO de Banankoro pour visiter des infrastructures en cours de réalisation, dont le terrain de sport multifonction. Et nous restons dans l'actualité des forces de défense et de sécurité. Et parmi les missions des FAMA, il y a des actions civilo-militaires afin d'être en phase avec les réalités de la population. À Tombouctou, le commandement de la zone de défense numéro 5 a lancé du 6 au 13 octobre l'opération Tassiga dans le cercle de Tonka. Cette mission visait à la fois à sécuriser la population mais aussi à lui apporter une assistance alimentaire et médicale. La mission a distribué une importante quantité de riz et consulté une centaine de personnes de Tonka, Kochia et Rabébé. Et par la même occasion, les hommes ont interpellé plusieurs présumés terroristes. De quoi rassurer la population. Le reportage de Najim Babasissé et Maouloud Tandina.
Le commandement de la zone de défense numéro 5 a mené une vaste opération dans la zone de Tonka du 6 au 13 octobre. Cette mission dirigée par le commandant Sambou Koulibaly avait pour objectif non seulement de sécuriser la zone, mais aussi de renforcer les liens de confiance entre les forces armées maliennes et les populations locales. Cela s'est traduit par la remise d'importantes quantités de vivres composés essentiellement du riz. Un geste salué par les bénéficiaires. Ces vivres que vous nous remettez nous réjouissent beaucoup. Que Dieu vous récompense. Cette remise a été suivie d'assistance médicale aux populations de Tonka, de Kochia et de Rabébé au centre de santé communautaire de Tonka. Une action qui donne le sourire à la fois aux usagers, mais aussi aux responsables de la structure comblée par cette action des femmes. Nous sommes très contents de l'arrivée des femmes à Tonka. Les consultations se sont bien déroulées. Cela a trouvé beaucoup de personnes étaient malades. Elles n'avaient rien et étaient dans le besoin. Vous avez vu le monde qui est là aujourd'hui, le matin jusqu'à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que le besoin est là. C'est un acte très symbolique et nous on en est fiers de notre armée parce qu'ils sont venus autour de nous. Ça fait des années que nous on est laissés pour compte. Nous ne croyons même pas que nous étions des Maliens parce qu'on n'a pas l'armée à côté de nous. L'absence des femmes dans cette zone pendant un moment a contribué à la détérioration de la sécurité, occasionnant du coup l'installation des groupes armés dans certaines parties de la localité. Toutes choses corrigées par les FAMA qui ont interpellé plusieurs présumés terroristes au cours de l'opération. Refondation de l'État, le PNUD accompagne le gouvernement du Mali en dotant le secrétariat permanent de la stratégie de lutte contre la corruption de nouveaux mobiliers de bureau. Ce geste traduit l'engagement du PNUD à promouvoir la bonne gouvernance, suivant le reportage de Moussa Kamara et Abdoulaye Samaki. Lutter contre la corruption, ce n'est pas seulement adopter des lois ou de tenir des discours, c'est aussi doter les structures de lutte des moyens concrets pour agir. C'est pourquoi le PNUD vient de remettre un lot de mobilier de bureaux au secrétariat permanent de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette donation est composée de mobilier de bureaux, des chaises, des armoires, d'un tableau de projection, entre autres. Un geste qui illustre la volonté des partenaires techniques et financiers d'appuyer la bonne gouvernance au Mali. Cette action de remise de moyens pour accompagner les efforts de renforcement des capacités des entités de votre ministère s'inscrit en droite ligne avec la vision et la volonté du gouvernement du Mali de moderniser l'administration publique et d'offrir aux institutions de lutte contre la corruption les moyens nécessaires pour exercer pleinement leur mission avec efficacité, transparence et exemplarité. Cette remise illustre la bonne collaboration du Mali avec les institutions de l'ONU. Ce geste qui vise à accroître la productivité de nos services illustre la vitalité du partenariat qui lie le gouvernement du Mali et le système des Nations Unies, un partenariat basé sur la confiance et l'assistance mutuelle. C'est le lieu de renouveler nos compliments à l'endroit du bureau pays du PNUD et du projet LUCI pour leur engagement sans faille aux côtés des structures chargées de la bonne gouvernance de manière générale et particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et de son plan d'action. Pour lutter efficacement contre la corruption, le PNUD envoie un message, celui de réunir les conditions idoines pour les institutions de lutte contre la corruption pour un Mali intègre. Pour la refondation de l'État, il faut des cadres excellents et intègres. Et l'université Kouroukanfouga de Bamako est dans cette logique, en célébrant pour la première fois des étudiants et enseignants qui se distinguent par leur performance et leur engagement. Une initiative placée sous le thème Kouroukanfouga entre réalité historique et perspectives juridiques et politiques. Le reportage de Soumao Aïdara. À l'université Kouroukanfouga de Bamako, l'excellence ne se proclame plus, elle se célèbre. En effet, les 3 facultés de cette université ont vibré au rythme de sa première journée de l'excellence, mettant à l'honneur le mérite, le savoir et l'engagement académique. 3 professeurs ont été distingués comme meilleurs enseignants-chercheurs et 9 étudiants primés pour leurs résultats académiques exceptionnels. Ils méritent d'être célébrés
au même titre que les enseignants. L'UCAB a décidé désormais d'inscrire dans son agenda la reconnaissance du mérite, la valorisation du travail bien fait. Je suis très heureux ce matin d'être parmi les récipiendaires de ce prix d'excellence. C'est une initiative vraiment salutaire. J'invite en fait nos petits frères à suivre les pas de leurs grands frères afin qu'on puisse honorer le Mali et toute l'Afrique entière. L'éducation, moteur du savoir et de la refondation, reste au cœur de l'action conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Refondation pour former des citoyens compétents et bâtir un Mali d'excellence. Les récipiendaires que nous gratifions aujourd'hui ont fait du mieux qu'ils peuvent, qu'il en soit félicité. Cette excellence est aussi celle d'une administration efficace et surtout d'un corps enseignant compétent et disponible. Dans l'enseignement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à corriger. Mais quand on va commencer à faire reconnaître à certains enseignants leur mérite à travers, n'est-ce pas, de telles décorations, à travers de tels titres, vous allez voir que d'autres vont essayer de les imiter, d'être comme eux. Selon les organisateurs, la réussite de cette première édition ouvrira désormais la voie à la pérennisation de ce rendez-vous annuel pour célébrer l'effort, la discipline et le rayonnement intellectuel de l'université Kouroukanfouga de Bamako. Les pharmaciens du Mali apportent une aide aux couches démunies via le ministère en charge de la Santé. L'enveloppe remise au ministre de la Santé devra servir à acheter des médicaments pharmaceutiques, un geste qui entre dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La cérémonie a été suivie par Aminata Brima Ouedraogo et Aruna Diarra pour ORTM1. Habituellement connu pour la défense des droits de sa corporation, le syndicat national des pharmaciens du Mali change de fusil d'épaule. Mois d'octobre oblige, il a troqué la revendication contre la solidarité en offrant un important lot de médicaments aux plus démunis. Un investissement de plus de 18 millions de francs CFA puisés dans leur portefeuille. Le syndicat fait ce dont ce n'est pas la première fois. Les médicaments sont composés vraiment de beaucoup de types de médicaments, des solutés, des sérums, des anti-inflammatoires, des antidiabétiques, des antipallidiques et beaucoup d'autres médicaments, des hypertensiens. Je peux dire que vraiment tout ce qui concerne vraiment à traiter les maladies courantes de ce pays, tous ces médicaments sont dans ces lots. Cet élan de solidarité, devenu une tradition au sein du Sinapharm, est apprécié à sa juste valeur par la chef de département de la santé et du développement social. L'acheminement et le bon usage de ces médicaments ne feront pas défaut, rassure la ministre. Ce geste est vraiment un geste de solidarité parce que, comme on l'a dit, le mois de la solidarité, c'est pour que chacun puisse faire un peu, que chacun puisse aider un peu. Comme ils ont vu que nous avons dans les programmes des jours de consultation gratuite, donc ils nous ont amené un lot de médicaments, des médicaments de dernière génération, des médicaments qui ne sont pas périmés et des médicaments qui sont loin d'être périmés. Et ça nous va droit au cœur et les rassurer que ces médicaments seront bien utilisés pendant ce mois de la solidarité pour le bonheur des populations maliennes. Nous allons organiser des journées de consultation gratuites avec don de médicaments, c'est-à-dire aux personnes vulnérables. On sera dans beaucoup de communes, ça a commencé déjà à se faire. Nous allons faire des consultations au niveau des déplacés, des réfugiés, des personnes vulnérables. Au-delà de son engagement social, le Sinapharm a également joué un rôle d'alerte auprès des autorités. Quelques minutes plus tôt, les pharmaciens ont attiré l'attention de la ministre sur la prolifération des boutiques improvisées de vente de pharmacopées, un phénomène qui nuit significativement à la santé publique. Y a-t-il une vie après le cancer du sein? La réponse est affirmative. Ce soir, nous vous parlons de la vie de deux dames qui, selon elles, ont vu la mort en face, tellement elles ont traversé des épreuves dures. Fatoumata et Clarisse, deux femmes, deux générations, un même combat, celui contre le cancer du sein. Aujourd'hui, Fatoumata est guérie, mais Clarisse est en rémission. Elle raconte cette vie d'après, faite de cicatrices visibles et invisibles, de silence lourd également.
médicaments. Une vie où chaque jour compte, où l'on réapprend à aimer son corps, à faire confiance au temps. L'histoire de deux miraculeuses dans ce reportage signé Moussa Papa Aïdara et Abdoulaye Diarra. Depuis quelques mois, c'est devenu la routine de Clarisse. Se rendre à l'hôpital pour un contrôle médical. Ce mardi matin, elle a rendez-vous avec le docteur Madane Lee. Bonjour, un suivi régulier est indispensable dans son cas. Les derniers bilans et puis le scanner que j'ai fait. D'accord. Donc je voulais savoir si tout va bien ou... D'accord. Voilà, j'espère que... Et le résultat de la prise de sang est aussi dans le bon sens. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc ça veut dire que c'est normalement, le prochain bilan c'est... Dans 4 mois. Dans 3-4 mois. Donc comme d'habitude, avec votre permission, on va vous examiner. C'était tous les 6 mois, mais maintenant Clarisse doit voir le médecin tous les 4 mois. Une surveillance rapprochée pour éviter la récidive. Déjà, le suivi est très important. Pourquoi on fait le suivi? Parce qu'on sait que c'est une maladie sournoise qui peut revenir. C'est ce qu'on appelle la récidive. Elle est beaucoup plus fréquente les 2 premières années. C'est pour ça qu'il y a une surveillance rapprochée tous les 3 à 4 mois. Donc l'objectif de cette surveillance, si malheureusement il y a une récidive, on espère qu'elle ne sera pas foudroyante et que c'est au tout début et qu'il a accès encore à des traitements efficaces pour encore remettre la personne en rémission complète. Clarisse, 32 ans, est une survivante du cancer du sein. Depuis 1 an, elle est en rémission complète. Face au regard parfois pesant de la société, Clarisse a trouvé un refuge, son petit miroir. Loin des jugements, quelques touches de fond de teint l'aident à ressentir sa féminité. C'est dans ces moments-là qu'elle reprend goût à la vie. Ah, le maquillage, ça m'aide beaucoup. Déjà, les gens me jugeaient en mode « fais quoi celle-là ?» Mais après, les gens ont commencé à voir autrement et à comprendre que c'était juste un mécanisme de défense que j'avais mis. Un mécanisme de défense contre les jugements des gens. Parce qu'il faut savoir que avoir la chimio, perdre ses cheveux, ne plus avoir de cils, de sourcils, de poils du tout, avoir la langue noire, avoir les ongles et puis la paume des mains noires, les gens vous regardent dehors comme si vous aviez attrapé la peste ou comme si vous étiez repoussante. Alors moi je me suis dit qu'avec un peu de maquillage, ça irait, que voilà. Voilà ma photo. Je ressemblais à cette femme claire, jolie, toute pimpante. C'est en mai 2024 que le diagnostic tombe. Clarisse est atteinte d'un cancer de sein triple négatif, une forme agressive de la maladie. La tumeur mesure 9 cm. Sa vie bascule, mais au lieu de s'effondrer, elle pense d'abord à l'être qu'elle aime le plus au monde. Au moment où j'ai vraiment pris conscience que j'avais le cancer, j'ai pensé à ma fille. Parce que je me suis dit, voilà, ça y est, peut-être que j'arrive à la fin de ma course, la course qu'est cette vie. Et j'ai pensé à cette petite fille, je me suis dit, mais qui va prendre soin d'elle? Qui sera là, qui va l'aimer comme moi je l'aime? Clarisse serre les dents et affronte 8 séances de chimiothérapie, puis 20 séances de radiothérapie. Une preuve redoutable, un combat dont elle porte encore aujourd'hui les cicatrices. Jusqu'aujourd'hui, moi j'ai une machine dans la poitrine qu'on appelle la chambre implantable. On ne pouvait pas me le faire à travers les veines parce que lorsqu'on te l'instaure à travers les veines, on prend les risques de péter les veines. J'ai changé de couleur principalement à cause de la radiothérapie. La machine de radiothérapie noircit beaucoup. Je vis chaque jour comme une grâce. J'ai l'habitude de le dire. Quand je me couche le soir, je ne sais pas quel jour il fera. Parce qu'il y a des jours où je suis en train de rigoler avec des amis. Le lendemain, je suis à l'hôpital. Ou le lendemain, je fais une crise. Et elle est quand même assez drôle, cette vie post-cancéreuse. J'ai perdu confiance en moi en tant que femme. La libido, ce n'est pas ça. Je ne vis plus comme avant. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, malgré les séquelles,
Une autre survivante du cancer du sein, Fatoumata Diawara, la soixantaine, a repris son poste dans l'administration. Un retour à la vie active qu'elle décrit comme une deuxième naissance. Car pour cette sexagénaire, travailler à nouveau, c'est retrouver sa dignité, sa place dans la société. J'ai tout repris. D'ailleurs, je fais encore plus qu'avant. D'abord, j'étais obligée, pendant le traitement, d'arrêter tout. Ça m'avait affaibli à tel point que je ne pouvais pas faire un bon rendement. C'est un traitement très lourd et très toxique. Alors, j'étais obligée d'aller à la retraite. Après le cancer, toute l'attention est attirée sur toi dans la famille. Les camarades, les amis, tout l'entourage. C'est un combat gagné. Là, je vis aujourd'hui avec le diabète aussi, après le cancer. Elle a été victime 2 fois de ce tueur silencieux qu'est le cancer du sein entre 2014 et 2019. L'espoir de vivre avait pris un sérieux coup. Mon premier cancer, c'est moi-même qui l'ai détecté avec les doigts. C'était des ganglions sous les selles. On l'a enlevé, c'était quand même un peu avancé. Mais malheureusement, c'est toujours en me palpant que moi-même j'ai vu la boule sur le deuxième sang. 4-5 ans plus tard, j'ai dit cette fois-ci c'est la mort. C'est quand je suis sortie et que je voulais aller à la maison même. Je suis rentrée dans ma voiture seulement, je ne sais pas, j'ai crié, j'ai pleuré. J'ai appelé ma fille, j'ai dit cette fois-ci, c'est le cancer. C'est un triple négatif, ça veut dire que je vais mourir. Elle a dit, hé maman, ne parle pas comme ça. Le cancer du sein s'accompagne souvent de troubles psychologiques, voire d'une dépression. Et pour transformer cette épreuve en force, Clarisse crée l'organisation Ceinture. Un jeu de mots entre ceinture et sein, symbole de son combat. Une manière pour elle de sensibiliser, d'accompagner et de donner de l'espoir à d'autres femmes. Oui, Ceinture, franchement, avec le dynamisme de tous les membres, nous arrivons à faire quelque chose parce que déjà nous inspirons assez confiance. Le slogan de Ceinture, c'est « Rejoignez-nous, soutenez-nous, mais surtout dépistez-vous ». C'est-à-dire qu'à défaut de nous rejoindre, à défaut de nous soutenir, que chaque entretien ou chaque contact avec nous vous pousse à vous dépister. Donc j'espère réussir à avoir fait du dépistage précoce une culture au Mali. Connaître son statut pour vraiment affronter le traitement qui n'est pas à la portée des Maliens. Parce que le traitement coûte excessivement cher et très dur. Ça fait des séquelles vraiment qui sont insupportables. À deux, elles réinventent leur quotidien. Clarisse s'est mise dans la sensibilisation à travers son association Ceinture. Fatoumata est aussi dans la même dynamique avec les femmes, mais s'occupe d'autres tâches à lui confier par la CAFO. Le cancer leur a pris beaucoup, mais il leur a aussi laissé quelque chose d'inestimable, une conscience aiguë du présent. Une sororité inattendue et la certitude que même après l'orage, la lumière revient. Autrement, mais intensement. Par contre, le souhait aujourd'hui de Clarisse est de pouvoir passer le cap des 5 ans de réémission et rester en vie, ne serait-ce que pour sa fille. Une vraie leçon de vie. Fatoumata et Clarisse incarnent l'espoir. Bon courage à elles et à toutes les femmes et filles en combat contre ce mal du siècle. Depuis un certain temps, des difficultés sont constatées dans l'approvisionnement des stations de vente en hydrocarbures. Face à cette situation, le gouvernement met les bouchées doubles afin d'atténuer les souffrances des Maliens. Au niveau régional, les gouverneurs de région initient des rencontres avec les comités de gestion des crises sur la situation. Ce fut le cas à Koulikoro et à Kaya. Nos correspondants régionaux sont Ousmane Koïta et Mamadou Diallo. Comment contribuer à faciliter l'approvisionnement en produits de première nécessité et en hydrocarbures dans la région des Cailles?
ainsi que des autres régions de notre pays. La question était au centre des échanges de cette rencontre qui a regroupé autour du chef de l'exécutif régional les membres du comité régional de pilotage des crises et catastrophes, des acteurs du commerce et des services techniques. Le pays traverse aujourd'hui une situation un peu particulière où l'approvisionnement des pays en denrées de première nécessité est vraiment difficile aujourd'hui. Donc il était important pour nous de faire le point au niveau de notre région et éventuellement prendre des dispositions s'il y a des difficultés. Donc à l'issue de la rencontre, nous avons constaté qu'il n'y a pas de difficultés particulières au niveau de la région par rapport à l'approvisionnement en denrées de première nécessité, y compris l'hydrocarbure. Comment nous pouvons aussi contribuer à l'approvisionnement du reste du pays, des autres régions aussi, à partir de notre région. Sachant bien que la région de Caille fait frontière avec le Sénégal, où passent 2 corridors d'approvisionnement du pays. Au niveau de la région en général, et de la ville de Caille en particulier, les prix des produits de première nécessité et de l'hydrocarbure restent stables. Au niveau de la ville, au niveau de la région, il n'y a aucune spéculation sur les prix des denrées de première nécessité et même du carburant. Et nous avons été aussi rassurés par les opérateurs économiques, nous avons été rassurés par les spécialistes de l'hydrocarbure, ceux qui évoluent dans le domaine de l'hydrocarbure, qu'il n'y a aucun souci aujourd'hui de stock ou encore de prix au niveau de la région. Le chef de l'exécutif régional a mis à profit cette rencontre pour lancer un appel à la presse. J'ai quand même dit de faire attention à la communication actuellement, parce qu'en voulant peut-être partager certaines informations à la population, et on risque souvent de donner des informations aussi à l'ennemi. Cette énième rencontre du comité régional de gestion des crises et catastrophes de Koulikoro en ce vendredi 17 octobre 2025 avait inscrit à son ordre du jour 2 points. Nous avons réuni les composantes du comité régional de gestion des crises et des catastrophes de Koulikoro pour réfléchir sur 2 points essentiels. Le premier point consistait à vérifier le stock des denrées de première nécessité et aussi dire ou voir quels sont les prix d'accès aux consommateurs. Deuxième point, ça c'est le point que tout le monde connaît, qui est le point le plus important. Ça c'est vérifier la disponibilité des stocks de carburant et aussi les prix d'accès aux consommateurs. Le chef de l'exécutif régional a aussi profité de cette tribune combien importante pour lancer un appel à la population à un engagement patriotique. Sur les 2 points, évidemment, nous avons constaté qu'au niveau du premier point qui est la disponibilité des stocks des denrées de première nécessité, nous avons constaté une diminution de prix. De septembre à nos jours, nous avons constaté une diminution de prix. Donc ces stocks-là sont disponibles et accessibles aux consommateurs finaux que nous sommes. Au niveau du carburant, aujourd'hui nous avons constaté qu'après avoir brûlé et s'attaqué aux biens des particuliers, nous avons constaté qu'il y a aujourd'hui à Koulikoro un stock disponible, que ce soit en essence ou en gasoil. Nous avons profité de l'occasion pour dire qu'il y a évidemment quand vous prenez la ville de Koulikoro, même la région de Koulikoro, nous avons des piroguiers, nous avons des exploitants de sable qui travaillent sur le fleuve, dont leur vie en dépend. Donc cette question nous a été posée, quel va être le cas de ceux-ci? Alors je demandais à ce que le préfet, le maire de la commune, réfléchissent pour répertorier, vérifier l'existence des engins et d'autres engins, de vérifier leur existence et leur capacité de consommation. Pour que ceux-ci puissent aller se ravitailler au niveau des stations. Mention spéciale a été accordée aux opérateurs économiques du Mali pour leur soutien indéfectible. Et face à la situation, le Haut Conseil islamique invite l'ensemble de la communauté musulmane à s'unir comme un seul homme derrière les autorités de la transition pour le retour à la normale. Dr Ousmane Soli Traoré, membre du Haut Conseil islamique du Mali, nous explique le bien fondé de cette déclaration. Il s'exprime au micro de Youssouf Diakité. Le Haut Conseil islamique, en tant que le chapeau des associations islamiques, a tenu une réunion pour jouer son rôle dans le cadre de la stabilité et la tolérance et dans l'instauration de la paix dans notre chère patrie. Et à cet effet, il a collaboré avec la Ligue des imams
pour décider certaines choses. La première chose est de demander à toute la communauté musulmane et de tous les citoyens de se réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se pardonner et de se cramponner vers la patience et la tolérance entre eux. Et le deuxième message est un message spécifique adressé aux imams. Demander à tous les imams du Mali de faire la bénédiction, l'invocation de Kunut dans leur prière, comme c'est un enseignement authentique du prophète paix et salut sur lui dans les crises. Chaque fois qu'il y a des crises, le prophète faisait ces invocations dans les prières obligatoires. C'est ce qu'on appelle Kunut. On a recommandé à tous les imams de faire cette invocation. Et le dernier message est aussi adressé aux imams d'unifier les sermons et les messages religieux autour de la paix et de la cohésion sociale et de l'unité et des invocations et de la refuge vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah, la Ligue des imams fera beaucoup de œuvres dans ces contextes, Inch'Allah. Nous prions Allah par son nom le très exalté qu'il accorde toujours la paix et la tranquillité et la stabilité à notre chère patrie. Les leaders religieux ont un grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Et nous sommes aussi à la disposition de la nation et à la disposition de l'autorité pour jouer notre rôle jusqu'à la fin pour que ce pays puisse être un pays paisible, un pays tranquille, stable. La page AES nous conduit au Niger. Le comité chargé d'analyser les problématiques liées à la gestion foncière à Niamey et ses environs a procédé hier à la remise officielle de son programme au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Auparavant, le président du comité avait organisé un point de presse. Le reportage de Gérard Abdoulaziz et Ousmane Konati. Après plusieurs mois d'intenses travaux, le comité ad hoc chargé d'analyser les problématiques liées à la gestion foncière à Niamey et ses alentours a présenté son rapport ce vendredi matin au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Auparavant, le dit comité ad hoc a livré un point de presse sur la mission qui lui a été confiée, notamment l'analyse des causes de l'occupation anarchique des espaces publics, l'évaluation de la coopération entre la ville de Niamey et les communes voisines, l'examen de la problématique des lotissements privés et la formulation de solutions durables aux enjeux fonciers dans la capitale et ses environs. Les dysfonctionnements relevés se regroupent principalement autour de deux grandes problématiques. L'occupation désordonnée des espaces urbains et la faiblesse de la coordination entre Niamey et les communes environnantes. 2. La gestion non encadrée des lotissements privés. Ainsi, pour remédier, les recommandations suivantes ont été formulées. Veiller au respect de la vocation des réserves foncières conformément aux textes législatifs et réglementaires. Identifier et sécuriser le domaine foncier de l'État, qu'il soit public et privé. En rappel, le comité ad hoc chargé de réfléchir sur le foncier à Niamey et ses environs a été mis en place en 2024 par les plus hautes autorités de la refondation à travers le ministère en charge de l'Intérieur face à l'occupation désordonnée des espaces et au non-respect des normes en matière de lotissement dans la zone concernée. Ce comité chargé de mettre de l'ordre donc est composé des autorités administratives et coutumières, notamment le gouverneur et l'administrateur délégué de la ville de Niamey.
et d'associations œuvrant dans le domaine du foncier. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité hier la société de fabrication de coton burkinabé située dans la commune de Pabré. Il s'agit pour le chef de l'État d'encourager et de féliciter la promotrice de la Sofacob, Dr Céline Konyare Kouabene. Le point de la visite avec Jean-Modeste Ouedragou. La société de fabrication de coton burkinabé, Sofaco B, spécialisée dans la production de coton hydrophile médical, reprend vie. Une renaissance rendue possible grâce à l'appui du président du Faso dans le cadre de sa politique de souveraineté économique et industrielle. Lorsque nous sommes arrivés, quelque temps après, nous avons appris l'histoire de cette unité qui avait été fermée il y a quelques années de cela, dû à des problèmes donc entre burkinabés, je dirais. Nous avons cherché à comprendre, j'ai envoyé les équipes rencontrer donc la dame et j'ai compris qu'il y avait une main-d'œuvre qualifiée qui travaillait à transformer nos matières premières, qui s'est retrouvée au chômage et il était de notre devoir de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez reprendre le travail. Sous la direction de sa promotrice, Dr Céline Konyare Kouabene, l'usine s'impose comme un symbole de renouveau industriel avec pour ambition de réduire la dépendance sanitaire du Burkina Faso et de créer surtout des emplois. Et lorsqu'on parle de souveraineté, c'est ça. Produire, transformer et consommer. Et bientôt, c'est nous qui allons exporter ce coton hydrophile, ces compresses, ces bandes, s'il plaît à Dieu. Le capitaine Ibrahim Traoré a visité les installations de production et échangé avec les agents. Nous partons tous à l'hôpital. On utilise le coton hydrophile, on utilise les compresses, les bandes et tout. Mais très souvent, c'est notre propre coton que nous avons subventionné en agriculture ici, que nos populations, nos braves paysans se sont donné corps et âme à produire, qui a été exporté, transformé juste un peu et qu'on revient nous vendre au kilo très cher. Visiblement émue, la promotrice Dr Céline Konyare Kouabene exprime sa gratitude au président du Faso pour son soutien combien décisif dans la renaissance de cette usine. Votre engagement envers notre nation et grâce à votre soutien, la Sofacob renaît avec une volonté ferme de transformer et de valoriser nos matières premières locales. Nous nous engageons à vous accompagner dans le noble combat que vous menez, dans l'élan d'industrialiser le Burkina Faso. La relance de la Sofaco B illustre la volonté du gouvernement burkinabé de soutenir les initiatives locales, de transformer les ressources nationales sur place et de renforcer surtout la souveraineté économique du Burkina Faso. Retour à l'actualité nationale, les activités du mois du consommé local se poursuivent. C'est dans ce cadre que s'est tenue une conférence débat sur le thème mois du consommé local de 2019 à nos jours, bilan, défis et perspectives. Elle est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en partenariat avec la DGCC et l'UEMOA. Le reportage de Mariam Kone. Afin que les produits locaux remplacent les produits importés dans les rayons de vente, il faut une réelle volonté politique. Pour ce faire, les ministres en charge du commerce de l'UEMOA ont eu la brillante idée d'instituer en 2019 le mois d'octobre, mois du consommé local. 6 ans après, les acteurs se réunissent pour faire le bilan du chemin parcouru. Depuis l'institution de cette initiative, des actions de formation ont été menées à l'endroit des petites et moyennes entreprises dans le cadre des normes internationales en matière d'hygiène, mais aussi des formations en ligne afin qu'ils puissent être en réseau avec les autres États membres de l'UEMOA. Un exposant qui est de la Guinée-Bissau part jusqu'à Ouagadougou pour chercher des matières premières, ce qui montre déjà l'interconnexion entre différents acteurs. Donc beaucoup de pays de l'UEMOA aujourd'hui ont pris comme initiative ou comme priorité de transformer les matières premières, ce qui permettra de gagner en termes fiscaux et en termes économiques. Chaque pays de l'espace UEMOA a ses forces et ses faiblesses, mais les 8 doivent aller vers une synergie d'action pour relever les nombreux défis.
notamment le défi de la qualité des emballages, le défi du coût de production, le défi du changement des mentalités qu'il va devoir avoir pour avoir le consommé local. Tout un chacun d'entre nous doit se poser la question, est-ce que je mange du riz local? Est-ce que je bois du lait local? Quand je vais dans un supermarché, pourquoi je ne vais pas rechercher le produit fait dans mon pays ou bien le produit fait dans l'UMOA, où se trouvent ces rayons? Donc nous devons être ensemble pour accompagner. Et de ces discussions, comment on va faire aussi pour que la base de cette production qui est le monde agricole puisse vivre de son travail. À cela s'ajoutent d'autres défis comme le manque d'infrastructures et l'accès au financement. Des pistes de solutions existent pour faire du consommé local une réalité. Les opérateurs économiques présents à la conférence n'ont pas manqué d'apporter leur contribution. Certains proposent de lutter contre la concurrence déloyale en interdisant l'importation de produits déjà disponibles sur le marché local. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a formé 200 agents de l'État sur l'éthique et la déontologie. Le but, leur permettre de travailler en toute responsabilité dans les règles du service public. Cette formation est un palier important dans la refondation de l'administration publique. La cérémonie de clôture suivie de la remise d'attestation a eu lieu hier au Centre international des conférences de Bamako et c'était en présence de Boukari Koulibaly. L'éthique et la déontologie comme boussole, une vision chère à l'État malien. Cette ambition prend forme à travers une session de formation initiée par l'OCLEI au profit de 200 agents de l'État. Au terme de 8 semaines de travaux, les participants se disent désormais mieux outillés. Au cours de cette formation, nous avons appris que l'éthique et la déontologie ne sont pas des simples concepts, mais des comportements quotidiens, des valeurs vécues qui fondent la crédibilité de l'État, de la confiance des citoyens. Nous prenons l'engagement solennel de mettre en pratique les acquis. Notre ambition à l'OCLEI, à travers cette série de formations, c'est de pouvoir outiller des femmes et des hommes qui, au quotidien, devront incarner l'intégrité et la redevabilité, aptes à défendre les principes déontologiques et à accompagner leurs collègues dans le respect des valeurs républicaines en matière de bonne gouvernance. Bénéficiant de l'appui financier du projet d'appui aux structures de gouvernance, cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique de refondation de l'État malien. Ces sessions de formation, faut-il le rappeler, ont permis non seulement de renforcer les connaissances des participants, et d'assurer leur adhésion et acceptation des règles minimales de comportement édictées par le Code d'éthique et de déontologie des référents déontologues, mais aussi de faire la promotion du professionnalisme et de l'intégrité dans les services publics. Cette formation marque une avancée concrète dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée par le gouvernement sous l'impulsion du président de la transition. Elle s'inscrit dans une dynamique de gouvernance renouvelée. Véritable rempart contre la corruption et les dérives administratives, cette démarche marque un tournant décisif. Avec l'étiquette de référent déontologue, ces participants ne seront plus de simples observateurs, mais de véritables gardiens de l'intégrité au sein de l'administration publique. Dans la cité des Askia, la cellule technique des réformes du climat, des affaires auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce renforce les capacités des opérateurs économiques, des magistrats et autres auxiliaires de la justice de la région de Gao. Durant 3 jours, les participants seront outillés sur les procédures d'exécution du contrat de travail de Gao. Les précisions de Adizatou Mohamed Maïga et Alassana Hamadou. Cette session de renforcement des capacités au profit des acteurs de la justice, des opérateurs économiques, de la société civile et des services publics en charge du contrat de travail est la 3e du genre. Elle se tient à Gao après la phase nationale et celle de Ségou. L'initiative est de la cellule technique des réformes du climat des affaires auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce. L'atelier en question se situe dans le cadre de la poursuite d'un partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça participe de la recherche du renforcement des acteurs du monde économique et financier
des acteurs du secteur des affaires de façon générale et des acteurs également de la justice et de toutes les organisations qui interviennent dans la gestion des relations de travail. Nous nous en réjouissons parce que quelque part ça nous facilite le travail dans la mesure où la justice est appelée à trancher des litiges. Ce cadre du donner et du recevoir a pour but de renforcer les capacités des participants sur l'exécution du contrat de travail, les obligations de l'employeur et du salarié, les contenus et les conditions de modification du contrat de travail ainsi que sa rupture. Cette initiative se justifie par un contexte marqué par la relance économique, par l'accroissement des investissements qui nécessitent la maîtrise des procédures administratives et juridiques autour du contrat de travail, dont l'exécution correcte et rapide est un bon indicateur du climat des affaires. Pour les participants, cette formation est venue à point nommé. Cet atelier est d'une grande importance dans la mesure où ça rentre dans le cadre du contrat de travail, qui est vraiment quelque chose de tous les jours. Nous pensons que vraiment cet atelier sera un cadre d'échange entre les justiciables et les acteurs concernés. Après l'étape de Gao, les formations se poursuivront dans d'autres régions du pays selon les initiateurs. Voilà, c'est l'heure du sport dans cette édition et nous venons de recevoir Famourou Djourté. Bonsoir. Bonsoir à Mama, bonsoir à tous. Voilà, football, le tournoi de l'UFOAA des moins de 17 ans, qualificatif pour la CAN de la catégorie en 2026, a rendu son verdict ce samedi au stade Mamadou Konaté. Et oui, le Mali a manqué sa finale ce samedi 18 octobre 2025 au stade Mamadou Konaté en s'inclinant 2-0 face au Sénégal. Dans une ambiance électrique au stade Mamadou Konaté, la finale du tournoi qualificatif de l'Union des fédérations ouest-africaines zone A U17, c'est-à-dire les moins de 17, a tenu toutes ses promesses dès le coup d'envoi donné à 19h GMT. Après la présentation donc du trophée par l'international malien Seydou Keita, le Mali entre fort dans son match avec plusieurs occasions franches, mais malgré une nette domination et un jeu spectaculaire, les Aiglonnais manquent d'efficacité devant le but. Le Sénégal réagit progressivement, se montrant plus tranchant et trouve la faille à la 40e minute grâce à un superbe coup franc que vous voyez à l'instant à l'écran, inscrit par Souleymane Commissaire Faye, le numéro 10 du Sénégal. À la pause, les Lions mènent 1-0 dans une première période disputée et intense. En seconde période, il n'a fallu que 6 minutes à Souleymane Commissaire Faye pour inscrire un doublé et sceller le sort du match. Malgré quelques efforts et tentatives de joueurs comme Djili Koita et Sinaba Keita, le Mali n'a jamais pu retrouver son rythme face à une équipe sénégalaise mieux organisée et plus puissante physiquement. C'est une défaite au goût amer pour les jeunes Maliens qui voient le trophée leur échapper à domicile. Bonne nouvelle toutefois, les deux équipes sont qualifiées pour la prochaine CAN des moins de 17 ans 2026 qui aura lieu au Maroc. Voilà, on va dire bon courage aux nôtres et félicitations au Sénégal. Donc en termes de récompense, voilà, donc le Sénégal a terminé avec la médaille d'or et le Mali la médaille d'argent en tant que finaliste. La Guinée-Bissau a gagné la petite finale, c'est-à-dire le match pour la 3e place en battant la Guinée-Conakry par 4 tirs au but reçus à 2. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Hassan Sarr, le numéro 10 du Sénégal, a été élu meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Il s'agit bien sûr de Souleymane Commissaire Faye. Hassan Sarr, le gardien, le portier sur le Sénégal, a été le meilleur gardien du tournoi et le Libéria a reçu le trophée Fair Play de la compétition. Compétition africaine des clubs de la CAF, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC seront sur le pont ce dimanche. Oui, il s'agit des matchs allés du deuxième tour préliminaire. Les représentants du Mali jouent en déplacement en Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako sera en Mauritanie pour affronter le FC Nouadhibou. Ce sera ce dimanche 19 octobre à 19h. En 26 ans d'existence, le FC Nouadhibou a 27 titres dans son armoire à trophées
trophées, 13 titres de champion de Mauritanie, 5 coupes de Mauritanie, 3 supercoupes de Mauritanie et 2 coupes de la Ligue. Quant au stade malien de Bamako, il est tout simplement le club le plus titré du Mali avec plus de 40 trophées, dont une coupe de la Confédération de la CAF en 2009. En coupe de la Confédération, le Djolobassé va jouer contre l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso. Une rencontre programmée pour dimanche également, mais à 16h. L'USFA a remporté 6 fois le championnat du Burkina, 4 fois la Coupe nationale et 3 fois la Supercoupe du Burkina. Le Djolobassé est le deuxième club le plus titré au Mali avec également une quarantaine de trophées. Les rencontres et retours sont prévus le 24, 25 et 26 octobre 2025. Oui, et un mot sur la Supercoupe 2025 de la CAF. Oui, Pyramide CFC d'Égypte a décroché ce samedi 18 octobre son premier trophée dans la compétition. Pyramide est venu à bout de la renaissance sportive Berkane du Maroc par 1-0. Le club égyptien, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, confirme donc sa grande forme. Road to Ball 2026, on est en basketball. Les rencontres du groupe A de la division Ouest ont démarré hier vendredi ici à Bamako. Et oui, la deuxième journée s'est même jouée ce samedi. Le centre de référence de basketball du Mali, CRBT, s'est incliné 66-77 face à Al Ahly Benghazi de Libye. Centrale fédérale de Guinée a gagné 66-61 face à l'AS Douane du Burkina. Le représentant malien, le CRBT, hôte de la poule A de la division Ouest, a réussi son entrée en matière en s'imposant face à l'AS Douane du Burkina Faso sur le score de 63-54 lors de la première journée jouée hier vendredi. Dans la première rencontre, toujours vendredi, de la poule A, le club libyen Al Ahly Benghazi s'est largement imposé face au Centre fédéral de Guinée 88-60. Le résumé de ces deux rencontres de la première journée avec Bouraïma Diallo. Devant un public mobilisé et acquis à sa cause, le centre de référence de basketball de Tombouctou reçut son entrée dans la compétition en disposant de l'AS Douane du Burkina Faso 63-54. Pourtant, l'entame a été très difficile pour les Maliens. Avec les pertes de balles, les Burkinabés remportent le premier acte de jeu logiquement 17-14. Les Maliens se ressaisissent ensuite et mènent à la pause 31-26. Les Blancs du CRBT montent en puissance en deuxième période en gagnant les deux derniers cartons 45-38 puis 63-54 pour le score final. Une défaite que l'entraîneur de l'AS Douane explique par le manque de fraîcheur physique. Le manque de fraîcheur, il n'y a pas de lucidité pour tirer les 3 points. Et je trouve qu'on n'était pas bien décalé et on a chuté précisément les shoots. Et c'est ce qui a causé ça. Et on n'arrive pas à mettre notre schéma à l'attaque s'il était à 3 points. Pour Habib Mokhtar, l'entraîneur du CRBT, c'est la détermination qui a été la clé de cette rencontre. Nos joueurs ont tardé à rentrer dans le match, faute d'agressivité. Ça se joue en défense. Si on veut vraiment gagner le match, il faut se battre et défendre là où on va dire de défendre. On a pu mettre le terrain de jeu aux normes. On a pu faire en sorte que toutes les infrastructures soient aux normes. Et les équipes sont arrivées, la Libye est là, le Burkina est là, la Guinée est là, le Mali aussi est là. Et nous venons de voir un premier match assez intéressant. À noter qu'auparavant, Al Ahly de Benghazi, grand favori de ces tournois, avait dominé le centre fédéral de Guinée 88-60. Les Maliens tenteront de confirmer ces résultats ce soir contre les Libyens d'Al Ahly de Benghazi, tandis que les Burkinabés joueront contre les Guinéens du centre fédéral. Malheureusement, les Maliens n'ont pas pu résister face aux Libyens d'Al Ahly Benghazi. Au cours donc des prochains jours, des clubs de basketball de toute l'Afrique s'affronteront dans le tournoi de qualification surnommé la Road to Ball. La phase de groupe de la Road to Ball 2026 est divisée en deux, la division S et la division Ouest, avec des équipes réparties en 5 groupes A, B, C, D et E. Les rencontres dans les 5 groupes sont prévues du 17 au 29 octobre. Elles seront suivies de l'élite 16, programmée du 4 au 23 novembre. 5 villes africaines ont été sélectionnées comme hôtes de la phase de groupe de la Road to Ball 2026. Il s'agit de Bamako, Kinshasa, Dar es Salaam, Lusaka et Abidjan. Les 2 premières équipes des 5 groupes, plus les 3 meilleurs troisièmes se qualifient pour l'élite 16. Les équipes finalistes des élites 16 des divisions Ouest et Est obtiendront les 4 places automatiques pour la saison 2026 de la balle. Elles seront rejointes par des équipes représentant l'Angola, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie.
Voilà, merci beaucoup Famourou Djourté pour toutes ces précisions. On se dit à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. La page noire de cette édition, la nation a rendu un dernier hommage à un de ses valeureux fils, Soumana Sako, ancien premier ministre de transition, homme politique. Ce grand commis de l'État a été accompagné cet après-midi en sa dernière demeure. Il repose au cimetière de Hamdalay. Dr Soumana Sako, âgé de 75 ans, laisse derrière lui des parents, amis et collaborateurs dans la tristesse. Ses obsèques ont été suivies par Youssouf Tchakité. D'une reconnaissance internationale, un praticien du développement socio-économique. Le Mali pleure un cadre émérite, Dr Soumana Sako, titulaire d'une licence de l'École nationale d'administration du Mali, d'un master en planification et gestion de projets et d'un doctorat en économie du développement obtenu aux États-Unis. Ancien Premier ministre du gouvernement de transition de 1991 à 1992, Dr Soumana Sako a mis cette intelligence au service du développement de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Le gouvernement, tout en rappelant, tout en informant du décès de l'ancien Premier ministre Soumana Sako, rappelle son parcours, ses qualités humaines, ses qualités professionnelles et morales. Et également le service qu'il a rendu à la nation, aussi bien au sein de la fonction publique qu'au niveau du système des Nations Unies. Notre pays perd en Soumana Sako un fils intègre et loyal, un grand patriote. La personne d'exception que le Tout-Puissant a placé à notre tête pour écrire sous l'autorité du président Amadou Touré et du comité de transition pour le salut du peuple, une page qui restera parmi les plus glorieuses de l'histoire du Mali moderne. Ses collaborateurs sur le plan professionnel, social, politique trouvent en lui un homme d'une probité morale incontestable. Ancien secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. C'est avec une profonde émotion et un immense respect que nous rendons hommage au docteur Soumana Sako, éminent serviteur de l'Afrique, dont le parcours exceptionnel restera gravé dans l'histoire du développement et du renforcement des capacités sur notre continent. En ta qualité de secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, tu as incarné une vision claire, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, dotée d'institutions fortes, de compétences locales solides et d'un leadership à la hauteur de ses ambitions. La nation tout entière s'incline aujourd'hui devant la mémoire de Soumana Sako. Zoro le justicier pour certains, Zou pour le citoyen, Wallace pour les intimes. Son départ laisse un vide immense, non seulement dans la sphère politique, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui ont cru à son idéal. La famille durement éprouvée manquait de mots pour magnifier l'exemplarité d'un père au commerce facile, mixé avec une rigueur incommensurable. C'est avec beaucoup de chagrin et de reconnaissance que je présente les sincères remerciements à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous ont manifesté leurs vœux suite au décès de l'illustre homme d'État, nommé Soumana Sako, familièrement appelé Bagui, d'autres Zoro, etc. Tu as été un père exceptionnel, attentionné, généreux, strict, mais toujours juste. Depuis notre plus jeune âge, tu nous as transmis les valeurs qui te tenaient à cœur. L'honnêteté, le respect des parents, la solidarité et le travail. Tu voulais que nous restions unis, toujours soudés les uns aux autres. Dr Soumana Sako, accompagné en sa dernière demeure ce samedi 18 octobre 2025, laisse derrière lui une famille, des collaborateurs et une nation inconsolable. Va en paix. Que de la paix pour son âme, ainsi va la vie. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.